Imaginons la scène. Nous sommes en 1567 et l'air sur la grande place de Constantinople est chargé d'une tension presque palpable. Le murmure de milliers de voix, marchands, soldats, femmes, enfants, s'éteint soudain, comme si un vent glacial avait balayé les rues pavées menant au cœur de l'Empire. Les étals du marché sont silencieux, les chevaux s'arrêtent et même les pigeons semblent se retirer sur les toits. Du bout de l'avenue impériale, les gardes du sultan émergent d'un pas ferme et cadencé, se frayant un chemin à travers la foule, avec l'autorité de ceux qui ne connaissent pas d'opposition. Parmi eux, enchaîné, un homme marche la tête baissée, son corps est tuméfié, ses vêtements en lambeaux. Son crime n'a été ni d'assassiner, ni de voler, ni de conspirer avec des puissances étrangères. Non, son péché a été bien plus impardonnable, parler contre le pouvoir absolu. Le homme est conduit jusqu'à une plateforme de bois érigée au centre de la place, une scène construite non pour le divertissement, mais pour la peur. Ici, il n'y aura ni procès, ni appel. Ce qui est sur le point de se produire est si brutal, si froidement calculé dans sa cruauté, que les témoins s'en souviendront le reste de leur vie, et leurs enfants, et les enfants de leurs enfants, le raconteront à voix basse comme un avertissement pendant des générations. Pendant des siècles, l'Empire ottoman fut célébré pour sa gloire militaire, ses conquêtes écrasantes et sa vaste domination s'étendant sur 3 continents. On vante son art raffiné, ses mosquées majestueuses, ses marchés animés remplis d'épices et de soie, et son système administratif qui maintenait unie l'une des civilisations les plus complexes de l'histoire. Cependant, ce n'est là que la moitié de l'histoire. Derrière les mosaïques brillantes et les dômes dorés, existait un visage bien plus sombre, une machinerie politique qui ne s'est pas soutenue uniquement par des armées invincibles ou des traités diplomatiques, mais par un instrument beaucoup plus efficace et terrifiant, la peur. La terreur était l'axe invisible qui soutenait le pouvoir impérial. Ce n'était pas un accident ni un excès occasionnel, c'était une stratégie soigneusement conçue. Les punitions n'étaient pas des actes impulsifs de rage ou de vengeance, c'étaient des chorégraphies minutieuses, des spectacles publics qui parlaient un langage clair et universel. Chaque mutilation, chaque exécution, chaque douleur infligée avait un but, gravé dans la mémoire collective que le pouvoir du sultan ne connaissait pas de limite, que sa justice était totale et qu'aucune vie n'était hors de sa portée. Les autorités ottomanes comprenaient quelque chose que de nombreux empires avant et après n'ont pas réussi à saisir. La peur ne contrôle pas seulement le corps, elle contrôle aussi la pensée. C'est pourquoi leur punition ne se limitait pas à éliminer des ennemis. Elle cherchait à modeler le comportement de millions de personnes, à transformer chaque peine en leçon, chaque bourreau en maître et chaque victime en exemple vivant. C'était un système où la violence n'était pas un outil temporaire, mais un langage politique, un moyen de communication entre l'État et son peuple. Ce n'est pas l'histoire que l'on enseigne dans les salles de classe. Elle n'apparaît pas dans les versions épurées et glorifiées du passé, qui tentent de masquer la réalité sous le voile du progrès et de la civilisation. Ce que vous allez découvrir maintenant est une vérité inconfortable. L'Empire ottoman a perfectionné l'art de la cruauté jusqu'à le transformer en une science du contrôle social. Il l'a fait avec une précision effrayante, appliquant des châtiments spécifiques pour chaque crime, calculant l'impact psychologique et s'assurant que le message soit aussi puissant que la punition elle-même. Accompagnez-moi dans un voyage à travers le temps pour exhumer les méthodes de punition les plus horribles jamais conçues par l'humanité. Vous connaîtrez le destin des traîtres à qui l'on arrachait les yeux avec des fers rougis au feu, condamnés à errer aveugles dans les rues comme un avertissement perpétuel. Vous verrez comment les rebelles étaient décapités lors de cérémonies publiques, conçues non seulement pour les tuer, mais pour effacer leur existence de la mémoire collective. Vous ressentirez la douleur du falaka, ce tourment calculé qui détruisait l'esprit sans verser une goutte de sang. Et vous assisterez enfin à l'horreur indescriptible de l'empalement, où la mort était un processus qui pouvait durer des jours entiers. Chacun de ces châtiments était une leçon écrite dans la douleur, un avertissement gravé dans la chair vive, une manière de rappeler au peuple que l'État pouvait non seulement contrôler leur vie, mais aussi leur souffrance. Préparez-vous.
Ce que vous allez entendre n'est pas pour les cœurs sensibles, c'est l'histoire sans filtre, sans phare ni pitié, de la manière dont un empire a transformé la douleur en un outil de pouvoir. Et à la fin de ce récit, peut-être vous poserez-vous la même question que des millions de personnes se sont posées au cours de l'histoire. Jusqu'où l'humanité peut-elle aller quand la peur devient la loi et la cruauté le pilier sur lequel repose un empire? Pour comprendre comment l'Empire ottoman s'est maintenu au pouvoir pendant plus de 6 siècles, il faut regarder au-delà de ses armées invincibles, de ses flottes puissantes et de ses accords diplomatiques. Le véritable secret de sa domination ne résidait pas uniquement dans sa capacité militaire, mais dans sa maîtrise à modeler l'esprit humain par la peur. La terreur n'était pas un sous-produit du pouvoir, elle était le fondement sur lequel l'Empire a été bâti. D'Istanbul à Bagdad, des Balkans à l'Afrique du Nord, des millions de personnes vivaient sous l'ombre d'un système judiciaire qui n'avait pas pour objectif de réhabiliter ou de racheter, mais de dissuader. Chaque punition était un spectacle conçu avec une précision chirurgicale, chaque exécution une représentation théâtrale qui parlait un langage universel. La désobéissance a un prix inimaginable. Le message était clair et se répétait sur chaque place, dans chaque marché et dans chaque mosquée. Le sultan n'avait pas besoin d'être présent pour se faire sentir, car sa justice l'était toujours. Les autorités ottomanes comprenaient quelque chose que de nombreux dirigeants avant et après eux n'ont jamais totalement saisi. La punition la plus efficace n'est pas celle qui détruit le corps, mais celle qui plie l'esprit. Il ne s'agissait pas seulement d'infliger de la douleur, mais de transformer cette douleur en un symbole, en une leçon vivante. C'est pourquoi la plupart des peines étaient publiques. Elles n'étaient pas cachées dans les prisons ou les salles closes. Elles étaient exécutées en plein jour, devant des hommes, des femmes et des enfants contraints d'assister au destin de ceux qui avaient osé défier l'État. Le spectacle avait un double but. D'une part, il punissait le coupable avec des méthodes si élaborées et horribles que l'idée même du crime devenait impensable pour les autres. D'autre part, il transformait chaque spectateur en complice involontaire du système, semant dans leur cœur une peur qui les maintenait obéissants longtemps après que le bourreau ait abaissé son épée. C'était une forme de contrôle plus efficace que n'importe quelle armée, un empire de corps tremblants et d'esprits soumis. Même le design urbain participait à cette stratégie. Les plateformes d'exécution étaient érigées sur les places centrales, visibles à des kilomètres. Les cadavres pendaient pendant des jours, parfois des semaines, comme des rappels silencieux de l'omniprésence du pouvoir impérial. Les registres judiciaires détaillaient soigneusement les délits et leurs châtiments, créant un catalogue de terreurs à la fois administratif et psychologique. Mais l'aspect le plus troublant était la délibération avec laquelle chaque punition était planifiée. Il n'y avait pas d'improvisation. Chaque méthode, de la plus légère à la plus atroce, répondait à une logique politique précise. L'État calibrait la douleur en fonction de la gravité du délit, du statut de l'accusé et du message qu'il voulait envoyer. La cruauté n'était pas une conséquence du pouvoir, elle était son instrument le plus raffiné. Cette utilisation méticuleuse de la peur a permis aux Ottomans de gouverner de vastes territoires avec une stabilité relative pendant des siècles. Et c'est cette même terreur qui a transformé la punition en un art pervers. Une chorégraphie de souffrance conçue non seulement pour châtier l'individu, mais pour maintenir soumise toute une civilisation. S'il y a une punition qui symbolise à la perfection l'équilibre entre douleur physique et terreur psychologique qui caractérisait la justice ottomane, ce fut sans aucun doute l'arrachement des yeux. À première vue, cela peut sembler une méthode moins cruelle que d'autres qui suivront. Mais cette perception s'évanouit dès que l'on en connaît les détails. Ce châtiment ne cherchait pas seulement à punir le coupable. Il visait à lui arracher son humanité, à le laisser vivant mais mutilé, utile comme avertissement et exemple perpétuel du pouvoir du sultan. C'était une punition réservée aux traîtres, aux fonctionnaires corrompus, aux conspirateurs ou à ceux qui avaient rompu le serment de fidélité au souverain. Dans une société où l'obéissance était la valeur suprême, trahir la confiance impériale était considéré comme le crime le plus grave. C'est pourquoi le châtiment devait être exemplaire, et il l'était, à tous égards. Tout commençait bien avant le jour de l'exécution. Pendant des semaines, le condamné était soumis à une torture psychologique implacable.
Les gardes lui expliquaient chaque détail de la procédure. Comment il serait immobilisé sur une chaise spécialement conçue, comment les instruments en bronze seraient chauffés au rouge et comment la chaleur incandescente brûlerait ses yeux avant de les arracher. Cette anticipation était en soi une forme de punition. De nombreux prisonniers s'effondraient mentalement avant même que la sentence ne soit exécutée. Quand le jour arrivait, le rituel suivait un protocole précis. Le condamné était conduit sur une place publique où une foule rassemblée en silence attendait d'assister à l'acte. Ce n'était pas un spectacle de divertissement, mais une leçon. Les enfants étaient encouragés à regarder de près, à graver dans leur mémoire le destin des déloyaux. Les bourreaux, professionnels avec des années d'expérience, exécutaient la procédure avec une exactitude chirurgicale. En appliquant les instruments incandescents, ils s'assuraient de cautériser instantanément les plaies pour éviter que le prisonnier ne meure par perte de sang. L'intention n'était pas de le tuer, mais de le condamner à vivre dans l'obscurité. Mais le véritable pouvoir de la punition ne résidait pas uniquement dans la souffrance de l'individu, mais dans ce qui venait après. Les hommes aveuglés étaient alors rarement exécutés ou emprisonnés. Au lieu de cela, ils étaient libérés sous surveillance, maintenus avec des pensions d'État minimales et obligés d'errer dans les rues, mendiant sur les marchés et aux mosquées. Leurs orbites vides étaient un rappel vivant de ce qui arrivait lorsque l'on défiait l'État. Chaque pas qu'il faisait, chaque pièce qu'il demandait, était un message de l'Empire à son peuple. La trahison ne restait jamais impunie. Les chroniques ottomanes, comme celle d'Evliya Çelebi, racontent des scènes glaçantes, d'anciens gouverneurs réduits à l'ombre d'eux-mêmes, trébuchant dans l'obscurité et étant montrés du doigt par les enfants comme des exemples de ce qu'il ne fallait pas faire. L'image du traître aveugle devint un symbole d'avertissement plus puissant que n'importe quel mot. Ainsi, l'arrachement des yeux n'était pas simplement un châtiment. C'était une leçon perpétuelle, une condamnation qui transformait un être humain en un instrument de la peur collective. C'était le premier pas dans l'escalade de la terreur, et une fois franchi, le reste du chemin descendait vers des abîmes encore plus sombres. Si l'arrachement des yeux était un avertissement silencieux, la décapitation était le rugissement assourdissant du pouvoir impérial. Ce n'était pas simplement une exécution, c'était une représentation soigneusement orchestrée qui réaffirmait l'autorité absolue du sultan sur la vie et la mort. Dans l'Empire ottoman, perdre la tête n'était pas une simple punition physique. C'était un acte symbolique qui effaçait l'honneur, la lignée et la mémoire du condamné en un seul coup. L'un des cas les plus emblématiques fut celui du cheikh Bedreddin en 1416. Cet érudit charismatique mena une révolte religieuse qui défiait à la fois le pouvoir de l'État et l'orthodoxie islamique. Son défi n'était pas militaire, mais idéologique, ce qui en faisait un ennemi encore plus dangereux. La réponse ottomane fut percutante. Sa mort devait être un spectacle inoubliable, un avertissement adressé non seulement à ses partisans, mais à quiconque rêvait de défier l'autorité impériale. La préparation de son exécution commença des semaines auparavant. Des invitations furent envoyées aux ambassadeurs étrangers pour qu'ils assistent à l'événement et transmettent le message à leur royaume. Un jour symbolique et une place centrale furent choisis. La structure de l'échafaud fut construite avec un souci du détail méticuleux et le bourreau fut choisi parmi les plus expérimentés. Un homme qui avait consacré des années à perfectionner la technique du coup unique et net. Chaque élément de l'acte était conçu pour démontrer le contrôle, le pouvoir et la précision. La cérémonie commençait par un geste cruellement ironique. Le condamné devait participer à ses propres rites funéraires. Debout à côté du billot où reposerait bientôt son cou, il écoutait les prières pour son âme, conscient que la mort le guettait à quelques minutes. Ce prélude n'était pas un hasard, c'était une forme calculée de torture psychologique qui désarmait l'ennemi avant même que l'épée ne descende. Quand le moment arrivait, le bourreau levait lentement sa lame, laissant la tension s'accumuler parmi la foule. Le silence était absolu. Et puis, sans avertissement préalable, le coup tombait avec une précision mortelle. La tête du condamné était levée devant la foule, qui retenait son souffle dans un mélange d'horreur et de fascination. Cet instant s'inscrivait dans la mémoire collective comme une leçon indélébile. L'État avait le pouvoir de prendre non seulement la vie, mais aussi la dignité. La décapitation n'était pas exclusive aux exécutions politiques. Sur les champs de bataille, les commandants ennemis capturés étaient exécutés publiquement et leurs têtes étaient exposées sur des lances comme preuve de victoire.
ce spectacle remplissait un double objectif: affaiblir le moral de l'ennemi et renforcer la conviction des troupes ottomanes. Au-delà de sa violence, la décapitation avait un but profondément politique. C'était un outil de communication visuelle, un message sans mots qui affirmait la suprématie du sultan et rappelait à tous que le destin de chaque homme était entre ses mains. C'était le symbole le plus pur du pouvoir absolu, un rappel brutal que la dissidence pouvait non seulement coûter la vie, mais aussi vous effacer de l'histoire. Si les exécutions publiques cherchaient à terroriser par la mort, le falaka avait un objectif distinct: soumettre par la douleur prolongée, humilier sans tuer, détruire la volonté sans détruire le corps. Dans le vaste réseau de l'Empire ottoman, cette méthode est devenue un outil de contrôle quotidien. C'était la punition préférée dans les armées, les écoles, les maisons d'esclaves et même les palais. Son apparente simplicité cachait un raffinement cruel. Il s'agissait de frapper la plante des pieds nus avec une précision calculée jusqu'à provoquer une souffrance insupportable. Contrairement à d'autres châtiments, le falaka ne cherchait pas à causer de mutilations visibles, ni à laisser de cicatrices permanentes. Son efficacité résidait dans sa capacité à infliger une douleur intense et durable, sans mettre en danger la vie du supplicié. La technique était presque scientifique. L'instrument le plus courant était une baguette de bois flexible, fabriquée à partir d'espèces soigneusement sélectionnées et traitées pour atteindre le degré exact d'élasticité. L'objectif était de maximiser l'impact sur les terminaisons nerveuses sans fracturer les os. Mais le plus terrifiant n'était pas le coup lui-même, mais le rituel qui l'accompagnait. Avant le châtiment, le condamné était déchaussé et attaché sur le dos, les pieds levés et les jambes immobilisées. Dans cette position vulnérable, la victime était complètement exposée, sans possibilité d'échapper à la douleur. Le bourreau, souvent un soldat ou un maître avec des années d'expérience, modulait la force et le rythme des coups avec une précision millimétrique. Le nombre de coups était calculé selon la gravité du délit et la leçon que l'on souhaitait inculquer. L'imprévisibilité était un élément essentiel de la torture. Les bourreaux altéraient délibérément le rythme des coups. Parfois, ils appliquaient une rafale rapide, d'autres fois, ils laissaient de longs silences entre les coups. Cette incertitude empêchait la victime d'anticiper l'impact suivant, amplifiant la terreur psychologique. Il était interdit de crier. Celui qui le faisait recevait plus de coups. L'humiliation était aussi importante que la douleur. Le falaka avait des conséquences qui allaient au-delà du moment du châtiment. Les victimes pouvaient passer des semaines sans pouvoir marcher correctement. Leur démarche hésitante et douloureuse devenait un stigmate visible, un rappel vivant du pouvoir impérial et un avertissement pour tous ceux qui les entouraient. Même lorsque la douleur physique disparaissait, le traumatisme psychologique persistait. Chaque pas était un écho de la baguette qui les avait pliés. Les registres administratifs ottomans révèlent la minutie avec laquelle ce châtiment était appliqué. Des documents détaillaient le nombre exact de coups pour chaque infraction et le protocole à suivre pour garantir une efficacité maximale. Dans les académies militaires, les cadets qui faisaient preuve de lâcheté étaient punis par le falaka comme une leçon publique. Dans les écoles, les élèves désobéissants apprenaient à respecter l'autorité sous le poids de la baguette. Et sur les marchés, les esclaves qui se révoltaient étaient soumis à ce tourment pour leur rappeler leur place. Le falaka était, en substance, un langage de pouvoir. Il n'avait pas besoin de sang ni de mort pour imposer l'obéissance. Le craquement sec de la baguette frappant la chair et le silence absolu qui s'ensuivait suffisaient à rappeler à tous que l'Empire ne dominait pas seulement leur terre, mais aussi leur corps. Si le falaka était le châtiment quotidien qui maintenait l'obéissance au niveau individuel, la potence représentait l'acte public suprême de contrôle collectif. Dans l'Empire ottoman, pendre n'était pas simplement tuer un criminel. C'était un théâtre soigneusement orchestré, un rituel politique conçu pour laisser des cicatrices dans la conscience du peuple. Chaque exécution était à la fois un événement social, religieux et psychologique, et son impact transcendait la mort elle-même. La préparation commençait bien avant le jour final. Les structures de la potence étaient érigées dans les endroits les plus visibles des villes, places centrales, entrées de marchés ou carrefours. Les échafauds étaient conçus selon des principes architecturaux raffinés au cours des siècles, dans le but d'être visibles de loin. Le message devait atteindre tout le monde, même ceux qui n'assistaient pas à l'acte en personne. La nouvelle d'une exécution imminente parcourait la ville des jours auparavant.
emplissant l'air de peur et d'attente. La procédure variait selon le crime. Pour les délits courants, la mort arrivait relativement vite. Mais pour les ennemis de l'État, rebelles, conspirateurs ou traîtres politiques, le châtiment était beaucoup plus élaboré. Parfois, des crocs ou des pieux métalliques étaient insérés dans différentes parties du corps avant la suspension, prolongeant la souffrance et transformant l'exécution en un spectacle grotesque. Le condamné, suspendu entre ciel et terre, se tordait lentement tandis que la foule observait en silence. La psychologie des masses était une partie essentielle du processus. Les autorités plaçaient des gardes parmi le public pour contrôler leurs réactions, prévenir les troubles et observer les visages qui pourraient trahir des sympathies dangereuses. Dans certains cas, les corps étaient à laisser pendre pendant des jours ou des semaines, se décomposant à la vue de tous. L'odeur, l'image et le souvenir devenaient des armes aussi efficaces que la corde elle-même. Chaque corps se balançant au vent était un rappel perpétuel. Personne n'échappait à la justice du sultan. La mutilation était souvent un complément à la potence ou une punition séparée. Loin d'être un acte impulsif, c'était une politique soigneusement réglementée. Le vol pouvait coûter une main, la récidive, les deux. En cas de rébellion, les pieds étaient amputés pour s'assurer que le condamné ne manierait plus jamais une arme. Les médecins ottomans ont perfectionné des techniques pour minimiser la perte de sang et éviter les infections, non par compassion, mais pour s'assurer que le supplicié survive et vive comme un avertissement. Ces mutilations avaient des conséquences qui s'étendaient bien au-delà de l'individu. Le corps du supplicié devenait un symbole ambulant du pouvoir de l'État. Les amputés n'étaient pas cachés, on leur assignait des tâches publiques qui les maintenaient à la vue. Certains nettoyaient les rues, d'autres servaient de portiers dans les bâtiments officiels. Leurs corps incomplets parlaient d'eux-mêmes. La justice ottomane ne punissait pas seulement, elle marquait. De plus, les conséquences sociales et économiques étaient dévastatrices. Les familles devaient prendre soin de leurs membres handicapés, générant ressentiment et honte qui servirent de couche supplémentaire de punition. L'humiliation ne se terminait pas sur l'échafaud ni dans la salle d'opération. Elle se poursuivait tout au long de la vie du condamné et de son entourage. Ainsi, la potence et la mutilation n'étaient pas de simples méthodes punitives. C'étaient des instruments complexes de pouvoir, conçus non seulement pour éliminer les menaces, mais pour modeler le comportement collectif par la peur, l'humiliation et le souvenir. Dans l'Empire ottoman, même la mort n'était que le début du châtiment. Parmi tous les châtiments que l'Empire ottoman employa pour soumettre, contrôler et détruire, aucun ne fut aussi profondément dévastateur que l'émasculation. Cet acte ne mutilait pas seulement le corps, il détruisait l'essence même de l'individu au sein d'une société profondément patriarcale. Dans un monde où la virilité définissait l'honneur, la position sociale et l'héritage familial, arracher les organes sexuels d'un homme, c'était le dépouiller de son identité, de son but et, dans de nombreux cas, de sa raison de vivre. Ce châtiment était réservé aux crimes les plus graves contre l'ordre social et politique. Viol, adultère avec des femmes de statut supérieur, trahison, rébellion ou conspiration contre le sultan. Chaque cas était examiné en détail et la décision d'appliquer l'émasculation n'était pas prise à la légère. Sa fonction n'était pas simplement de punir, mais d'effacer l'individu en tant que figure masculine, de le transformer en un symbole d'impuissance et de soumission permanente. Le processus était aussi méticuleux que cruel. Des semaines avant l'exécution, le condamné était informé du sort qui l'attendait. Cette anticipation était en soi une forme de torture. Il savait exactement ce qu'il perdrait, son pouvoir, sa virilité, sa place dans la société. Souvent, la terreur psychologique menait les prisonniers à la folie avant même que la lame ne touche leur peau. Certains tentaient de se suicider, d'autres suppliaient pour la mort comme une alternative miséricordieuse. La procédure chirurgicale était menée par des médecins spécialisés qui, loin de montrer de la compassion, avaient perfectionné des techniques pour maximiser le traumatisme physique et assurer la survie du patient. L'intention était claire. Le condamné devait vivre avec le poids de son châtiment pendant des décennies. Des outils tranchants conçus pour couper avec précision étaient utilisés, minimisant la perte de sang et l'infection. Le corps survivait, mais l'âme était brisée. Les conséquences ultérieures étaient brutales. Les hommes émasculés perdaient automatiquement leur statut social et étaient relégués aux marges de la société.
Beaucoup étaient contraints de servir comme eunuques dans les palais, les temples ou les institutions étatiques, effectuant des tâches domestiques ou administratives sous surveillance constante. Leur présence n'était pas due au hasard. Chaque eunuque visible était un rappel vivant du pouvoir absolu de l'État et du prix à payer pour le défier. Les implications allaient au-delà de l'individu. Dans une culture où la descendance était fondamentale, l'émasculation signifiait l'extinction de la lignée. Les familles voyaient s'évanouir leurs espoirs de continuité et avec eux, leur honneur. Les conséquences économiques étaient également dévastatrices. Sans enfants pour hériter des biens ou soutenir les parents dans la vieillesse, de nombreuses familles tombaient dans la pauvreté. Le traumatisme psychologique était profond et durable. Des documents médicaux ottomans décrivent des schémas courants parmi les émasculés. Dépression chronique, isolement social, perte de volonté, soumission absolue à l'autorité. La punition ne s'achevait pas avec la procédure. Elle se prolongeait tout au long de la vie de l'individu, le transformant en une ombre obéissante de l'homme qu'il fut autrefois. L'émasculation représentait le pouvoir de l'État dans sa forme la plus impitoyable. Il ne s'agissait pas d'éliminer physiquement un ennemi, mais d'effacer son identité et de le transformer en un rappel perpétuel qu'aucun homme, quelle que soit sa force ou son statut, ne pouvait défier le sultan et rester qui il était. C'était la destruction totale de l'être, le châtiment le plus personnel et le plus humiliant qu'un empire put infliger. De tous les châtiments que l'Empire ottoman a perfectionnés au cours de son long règne, aucun n'a été aussi craint, aussi symbolique et aussi profondément terrifiant que l'empalement. Ce n'était pas simplement une forme d'exécution, c'était un spectacle d'horreur absolue, un instrument de terreur conçu pour briser la volonté de peuples entiers. Sa seule mention suffisait à dissoudre les rébellions avant qu'elles ne commencent, et sa vision transformait le défi au pouvoir impérial en une pensée impensable. L'empalement était réservé aux crimes les plus graves. Trahison répétée, rébellion armée, conspiration contre le sultan, assassinat de fonctionnaires impériaux ou sédition à grande échelle. C'était le châtiment suprême, la sentence définitive que l'État appliquait lorsqu'il voulait envoyer un message qui perdurerait pendant des générations. Son objectif n'était pas seulement d'éliminer l'ennemi, mais de le transformer en un avertissement vivant et, par la suite, en un monument à l'obéissance. Le processus était aussi prolongé et élaboré qu'épouvantable. Les condamnés étaient informés des semaines à l'avance de leur destin, contraints d'écouter des descriptions détaillées de la procédure et de contempler pendant des jours l'instrument de leur mort. Cette torture psychologique préalable était une partie essentielle du châtiment. L'anticipation de la douleur était, souvent, plus dévastatrice que la douleur elle-même. De nombreux prisonniers perdirent la raison avant que l'exécution ne commence. La procédure elle-même exigeait une précision chirurgicale. Les bourreaux, experts formés pendant des années, savaient exactement comment insérer le pieu pour éviter d'endommager les organes vitaux et ainsi prolonger l'agonie pendant des heures, voire des jours. Le pieu, poli et lubrifié, était introduit lentement à travers le corps, par le rectum, l'abdomen ou la poitrine, selon le délit, et placé de manière à ce que le condamné reste en vie le plus longtemps possible. La victime était ensuite dressée à la verticale, souvent sur une colline ou au centre d'une place, afin que tous puissent voir sa souffrance. Le spectacle était insupportable. Les cris de douleur résonnaient pendant des jours, tandis que le corps glissait lentement le long du pieu. Parfois, le condamné survivait 3 ou 4 jours, conscient chaque seconde de son agonie. La mort arrivait lentement, non par la blessure, mais par l'épuisement, la fièvre ou l'effondrement des organes internes. L'emplacement de l'empalement était choisi avec grand soin. Les corps étaient exposés sur les routes principales, à l'entrée des villes ou devant les forteresses rebelles. Le message était simple et dévastateur. C'est ainsi que finissaient tous les ennemis du sultan. Le corps empalé n'était retiré qu'une fois qu'il commençait à se décomposer. Et même alors, les restes étaient laissés suspendus pendant des semaines comme avertissement. Même la connaissance médicale était utilisée à des fins de cruauté. Les docteurs conseillaient les bourreaux sur le meilleur placement du pieu pour s'assurer que le condamné reste conscient le plus longtemps possible. Cette collaboration entre science et violence révèle à quel point la cruauté était institutionnalisée au cœur de l'État.
L'empalement représentait le summum de la terreur ottomane. C'était le rappel suprême que le pouvoir impérial n'avait pas de limite, que l'État pouvait contrôler non seulement la vie et la mort, mais le processus même de mourir. Pour beaucoup, il n'y avait pas de châtiment plus craint, ni de spectacle plus terrifiant. Et c'est dans cette combinaison de douleur extrême, d'humiliation publique et de peur collective que résidait la force la plus sombre de l'Empire. Au cours de 6 siècles, l'Empire ottoman n'a pas seulement construit un vaste territoire et un héritage culturel impressionnant, mais aussi un système de contrôle profondément enraciné dans la peur. Chaque châtiment que nous avons exploré, de l'arrachement des yeux à l'empalement, n'était pas un acte isolé de cruauté, mais faisait partie d'un ensemble soigneusement conçu pour maintenir l'ordre, insuffler l'obéissance et perpétuer l'autorité absolue du sultan. Ces méthodes n'étaient même pas des excès de violence improvisés. C'étaient des politiques d'État perfectionnées avec la même précision que l'on construisait des mosquées, administrait des provinces ou menait des guerres. Le message derrière chaque peine était clair. Le pouvoir de l'État n'avait pas de limite. Il pouvait arracher la vue à un homme pour en faire un symbole du châtiment éternel. Il pouvait lui séparer la tête des épaules dans un spectacle conçu non seulement pour tuer, mais pour humilier. Il pouvait frapper ses pieds jusqu'à ce que chaque pas soit un rappel du prix de la désobéissance. Il pouvait le pendre, le mutiler ou le dépouiller de son identité masculine. Et, s'il le jugeait nécessaire, il pouvait le transpercer lentement avec un pieu, prolongeant son agonie pour que sa mort devienne une leçon collective. Mais le plus inquiétant n'est peut-être pas la brutalité en soi, mais la logique qui la sous-tend. Ces pratiques révèlent une vérité inconfortable sur la nature du pouvoir. Lorsqu'il ne connaît pas de limites, la violence devient un outil administratif aussi nécessaire que la loi ou la diplomatie. Dans l'Empire ottoman, la punition n'était pas simplement justice, c'était communication, c'était politique, c'était stratégie, c'était la manière dont l'État parlait à son peuple sans avoir besoin de mots. Cette histoire nous oblige également à regarder au-delà du passé. Bien qu'aujourd'hui nous vivions dans des sociétés dotées de systèmes juridiques qui se présentent comme plus humains et civilisés, l'essence du contrôle étatique reste profondément liée à la peur. Les prisons, les exécutions, les peines exemplaires, même la surveillance de masse, sont les héritières de cette logique. Il ne suffit pas de punir le coupable, il faut envoyer un message aux autres. Et bien que les méthodes aient changé, l'objectif reste le même. L'histoire de ces châtiments soulève également des questions morales et philosophiques. Jusqu'où un gouvernement peut-il aller au nom de l'ordre? Quand la justice cesse-t-elle d'être un instrument de protection pour devenir une arme de domination? Et le plus troublant, est-il possible qu'une partie de nous accepte encore, ou même approuve, la violence lorsque le pouvoir l'exerce au nom de la sécurité? Réfléchir à ces châtiments n'est pas un simple exercice historique. C'est un miroir qui nous oblige à questionner notre propre relation à l'autorité, à l'obéissance et à la violence. Derrière chaque bourreau, il y a eu une foule qui regardait, se taisait ou approuvait. Derrière chaque corps torturé, il y a eu une société qui a choisi de ne pas intervenir. Maintenant, c'est à vous. Après avoir découvert ce côté sombre du pouvoir, qu'en pensez-vous? La violence est-elle un outil inévitable de l'État ou un abus qui ne devrait jamais être justifié? Partagez votre point de vue dans les commentaires. Votre voix peut ouvrir un débat nécessaire sur le pouvoir, la justice et les limites de l'humanité.